À tous, Jean-Marc Kabound a été désigné comme un formateur par le président de la République. Il avait pour rôle d'identifier la majorité parlementaire qui revient effectivement au FCC, rôle qu'il a bien joué. Révélation faite par Augustin Kabouya, secrétaire général adjoint de l'UDPS. Selon lui, cette démarche a abouti à un accord signé entre ces deux formations politiques, FCC et CASH. Top Congo FM. Gouvernement de coalition CASH-FCC, l'accord trouvé, le résultat des négociations au sommet entre l'ancien président de la République Joseph Kabila et l'actuel président de la République Félix Tshisekedi. C'est ce que précise le secrétaire général de l'UNC, cadre de la plateforme Cap pour le changement. Pour maître Jean-Baudouin Maillot, cet accord permet au pays d'avancer. Top Congo FM. Accès à l'électricité et à l'eau potable, tout est mis en œuvre pour que durant les 100 premiers jours du chef de l'État, des améliorations soient enregistrées dans le secteur de l'énergie. La SNEL et la Régie des eaux ont tenu ce matin un point de presse conjointe pour expliquer le travail à réaliser pour l'aboutissement de ce programme. Pour sa part, la SNEL s'emploie à accroître le taux d'accès à l'électricité et améliorer la desserte. 18 millions de dollars américains seront donnés à la Régie des eaux pour améliorer la desserte en eau potable. La première tranche de 25% sera débloquée dans quelques jours. Top Congo FM. Les femmes de la localité de Guiro en territoire de Ouacha dans le Haut-Ouélé étaient dans la rue ce matin. Ces femmes dénoncent la lenteur dans le processus de délocalisation des populations affectées par le projet Guiro Gold Fold. D'après la société civile qui livre cette information, ces femmes n'ont pas pu déposer leur mémorandum auprès de l'administrateur du territoire comme prévu. Elles ont été empêchées par la police. Top Congo FM. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Mami Tchela. Excellente condition d'écoute à vous tous. Jean-Marc Kabound a été désigné comme informateur par le chef de l'État. Il a bien joué son rôle, celui d'identifier la majorité parlementaire qui revient effectivement au FCC. Révélation faite par Augustin Kabouya, secrétaire général adjoint de l'UDPS. Selon lui, cette démarche a abouti à un accord signé entre CASH et FCC. Il ajoute par ailleurs que Jean-Marc Kabound a signé l'accord CASH-FCC en sa qualité de président de la coalition CASH au nom du président de la République empêché. Je vous laisse suivre Augustin Kabouya qui a été joint par Myriam Boketchou. Mais Jean-Marc Kabound a joué le rôle d'un informateur. Il a identifié la majorité. Il est arrivé à consulter les gens du FCC présenté par leur coordonnateur, le professeur Némi, pour ne pas se charger le trésor public avec des dépenses exagérées. Il a sanctionné ce travail avec un communiqué. Lui aussi, comme étant député, il a constaté qu'il y a une majorité. Ça ne pouvait pas prendre beaucoup de temps. On peut comprendre que c'est le chef de l'État qui avait désigné le président ad intérim de l'UDPS pour aller dénicher la majorité au Parlement. C'est un membre de sa famille politique, il a mandaté et je ne vois pas les problèmes. C'est un travail qui est très très apprécié par beaucoup de gens, si ce n'est que des moutons noirs qui veulent toujours chercher là où il y a des taches d'huile pour critiquer. Et pourquoi il a signé en tant que président de CASH? Qui était président de CASH? C'est M. Félix Tshisekedi, qu'on le veuille ou pas. Il fait l'intérim de président Félix, il doit assumer l'actif et le passif. Nous ne travaillons pas avec les canevas du travail du président sortant Joseph Kabila. L'UDPS avait eu le problème avec l'actuel Premier ministre parce qu'il était parti seul, sans toutefois être mandaté par sa famille politique. Aujourd'hui, si le chef de l'État désigne quelqu'un au sein de l'FCC sans se référer au responsable de l'FCC, en cas d'abus, à qui est-ce qu'il peut se référer? Nous agissons conformément avec des réalités universelles acceptées par tout le monde. Augustin Kabouya, cadre de l'UDPS, il répondait aux questions de Myriam Boketchou et on parle de ce gouvernement de coalition CASH-FCC qui doit être formé dans les tout prochains jours. L'accord trouvait le résultat des négociations au sommet entre l'ancien président de la République Joseph Kabila et l'actuel président de la République Félix Tshisekedi. C'est ce que précise le secrétaire général de l'UNC, cadre de la plateforme Cap pour le changement. Maître Jean-Baudouin Maillot précise par ailleurs que cet accord va permettre au pays de décoller et ainsi d'améliorer au plus vite les conditions sociales de la population. Selon lui, il revient au président honoraire Joseph Kabila de procéder à la désignation du formateur du gouvernement et que le président Félix Tshisekedi nomme rapidement ce formateur qui sera désigné par Joseph Kabila. On l'écoute, il a répondu aux questions d'Osé Manzanza. C'est
le résultat des négociations au sommet. Vous aviez vu le président Kabila rendre visite au président Félix Tshisekedi et vous avez certainement suivi aussi que le président Tshisekedi, Félix, a rendu visite au président Kabila. Les deux ont parlé et ont convenu d'un certain nombre de choses, où il y a essentiellement deux choses. Les deux partis ont convenu de gouverner ensemble. Maintenant, entre nous deux, qui a le plus grand nombre de députés, ce n'est certainement pas Cash. Ce sont les autres. Alors on s'est dit, leur autorité morale parle avec le chef de l'État pour lui présenter un formateur, les modalités seront à convenir entre les deux et que celui-ci nomme le Premier ministre. Mais sur Top Congo FM, vous avez dit qu'une majorité parlementaire ne se dessine pas dans un ferme sans passer par un informateur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas vice des procédures. Ça, c'est mon point de vue que j'ai soutenu. Je suis capable même de défendre une thèse là-dessus. C'est mon point de vue. Mais que vaut ce point de vue devant les décideurs, devant ceux qui ont la charge de conduire le pays? Moi, j'ai soutenu un point de vue. Les décideurs qui ont la charge du pays sur leurs épaules, notamment le président Tshisekedi, ont convenu d'une voie à suivre. Vous êtes également juriste, vous avez défendu un point de vue. Est-ce qu'il n'y a pas vice des procédures puisqu'il fallait, selon la loi, passer par un informateur? Le problème, c'est quand est-ce qu'on doit constater qu'il y a une majorité, oui ou non. Nous disons, on constate la majorité à la proclamation des résultats. Mais une autre thèse dit non, le FCC a préexisté aux élections. Et au prononcer des résultats, tous ceux qui se reconnaissent du FCC se sont retrouvés et ont réaffirmé leur unité. Cash FCC, de plateformes informelles non reconnues par la loi. Bien sûr, ce sont des réalités politiques. Ce n'est pas des plateformes juridiquement constituées, ça c'est vrai. Maître Jean Baudouin-Maillot, il est cadre du Cash. Et en ce qui concerne la désignation du formateur du gouvernement par le président honoraire au Front commun pour le Congo FCC, on indique que Joseph Kabila n'est pas obligé de présenter plusieurs noms à Félix Tshisekedi. Je voulais suivre l'ancien directeur de cabinet adjoint de Joseph Kabila, Monsieur Kabila. Non, bon, déjà l'histoire des trois noms, c'est une tradition que le président honoraire, comme vous l'appelez, avait imprimé chez nous. Donc ce n'est pas une obligation constitutionnelle. La Constitution est respectée dans la mesure où c'est le groupe majoritaire au Parlement qui propose. Le président cherche au sein de la majorité. Donc c'est au sein de cette majorité-là que le président va chercher. Je ne vois pas très bien où il y a la différence. Maintenant, que cette majorité lui propose des noms ou un nom, ça, ce n'est qu'une procédure. Ce qu'il faut respecter, c'est l'esprit de la Constitution qui veut que le Premier ministre émane de la majorité parlementaire. Et ça, on n'en sort pas. Donc nous sommes dans le respect de la Constitution. Si le président actuel pense qu'il aimerait avoir le choix entre trois noms, si ces trois personnes sortent de la majorité parlementaire, il n'y a aucun problème. Pour respecter l'esprit de la Constitution, il faut que cette personnalité émane de la majorité parlementaire. Or, nous sommes bien là-dedans, et c'est ce que dit l'accord qui a été signé par le coordonnateur Moulania, ainsi que le secrétaire général du comment on appelle ça, du groupe UDPS-UNC. Il y a un président de la République. Est-ce que le président de la République a demandé qu'on lui donne trois noms? Ça vient d'où cette affaire de trois noms? Les trois noms, c'était une pratique à l'époque où le président Joseph Kabila était aux affaires, parce qu'il voulait avoir un choix. Si le président actuel veut avoir un choix, ben, il aurait dû poser cette question avant que son délégué l'ait signé. Or, nous avons lu, vous et moi, nous avons lu un texte précis qui nous indique comment les choses seront faites. Pourquoi on devrait changer? Pourquoi on devrait... cette notion de trois noms, elle ressort de quel point? Jean-Pierre Kambila, ancien directeur de cabinet adjoint de Joseph Kabila. En réaction, Fidel Babala, cadre de la coalition Lamouka, estime que cet accord veut prendre en otage tout un pays, surtout que la RDC est une jeune démocratie. Selon lui, la RDC se dirige vers des sérieux problèmes. On l'écoute. Pour moi, un accord sous seing privé,
qui a été signé entre le président sortant, les régents Kabila, et Félix Tshisekedi donne ses effets maintenant. Maintenant, la République est prise en otage par un accord sous seing privé. C'est extrêmement dangereux pour le devenir de notre pays et surtout pour notre démocratie. On ne peut pas sauter une étape pour passer directement au fait accompli. Tout le monde se rappelle de la tricherie énorme qui a conduit à l'élection du président de la République, ainsi que la fabrication, dirais-je, d'une majorité factice qui aujourd'hui a l'ambition de pouvoir gérer le pays. Ça, c'est totalement inacceptable. Cash, FCC vont diriger ensemble. Est-ce que cela fait craindre la coalition Lamuka? Non, pas du tout. On leur souhaite bonne chance. Je pense qu'on va au-devant des grands problèmes. Les agents de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu accusent 108 mois d'arrêt de salaire dans une déclaration rendue publique ce jeudi à Goma. Ils dénoncent le retard mis dans le paiement des arriérés devenus dettes publiques dans le dossier qui se trouve sur la table du ministre national des Finances. Ces agents appellent à l'implication personnelle du président de la République en vue d'être remis dans leurs droits. Je vous laisse suivre l'extrait de leur déclaration qui est ici lu par Delphin Yenga. Il est au micro de Jonathan Kombi. Certains gestionnaires au niveau national et provincial se cachent derrière les communiqués officiels de la présidence de la République du 25 janvier 2019, suspendant les engagements et liquidations des dépenses publiques pour ne pas payer les salaires, les cas des mois de décembre 2018, février 2019 et autres subventions du gouvernement provincial pour l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Dans la même veine, nous dénonçons les retards mis dans le paiement des arriérés de salaires et autres avantages du personnel de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu de 2009 au premier semestre 2018, 9 ans. Arriérés devenus dette publique est déjà certifié par la Direction générale de la dette publique dont le dossier se trouve sur le bureau du ministre national des Finances pour dernier visa. Il s'y est de rappeler le non-paiement des indemnités de sortie pour le personnel politique de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu à un mois de la fin effective du mandat pour l'Assemblée provinciale dont les élections des députés ont été suspendues et renvoyées au 31 mars 2019. Eu égard à tout ce qui précède, nous sollicitons l'implication de son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de répéter dans ses différentes adresses son combat contre les antivaleurs pour nous remettre dans nos droits, ainsi sauver la vie de plusieurs familles et contourner ceux qui par la ruse veulent l'opposer au peuple. Et elle se prépare pour les prochaines élections législatives dans la ville de Butembo. Juliette Mambo-Mugole était en face de la population de Butembo pour un meeting populaire. Dans ce rassemblement, la candidate est essentiellement revenue sur la situation politique du Munande depuis les anciens temps à nos jours pour enfin donner de nouvelles orientations qu'elle souhaite à cette communauté comme politique actuelle. Parmi ces orientations, la candidate députée nationale a proposé à la population d'aimer et d'adopter le nouveau président de la République. Je vous laisse suivre plus de détails avec Roger Mouliata. Nous sommes venus leur demander de ne pas perdre espoir. La politique, ce n'est pas l'église. La politique, ce sont les intérêts. Elle est dynamique, la politique. Il faut savoir calculer aussi. Se dire que voilà, si mon candidat n'est pas passé, mais qu'est-ce que je dois faire? Faut-il que je reste bras croisés? Faut-il que je subisse la politique? Non, mais je dois me battre pour que celui qui est là puisse travailler pour mes intérêts aussi. Puisse travailler pour que j'aie la paix, la sécurité chez moi. Puisse travailler pour que l'économie de l'Est puisse remonter. L'économie du Munande puisse aller de l'avant. Aujourd'hui, il n'y a plus presque du commerce à Butembo. Le commerce a presque disparu à cause de la guerre. Et ce que je demande à la population de Butembo, c'est de savoir que la sécurité, la paix, l'économie du Munande, l'économie de l'Est sera remontée avec le nouveau président, avec le nouveau régime. Il faut que le président Félix Tshisekedi soutienne la population de l'Est. Qu'il sache que tout le monde ici attend beaucoup de lui. Tout le monde attend la paix, la sécurité de lui. Il est aujourd'hui le commandant des armées. Et il doit savoir que tout ce qui se passe ici, il est concerné désormais. C'est de lui qu'on attendra la paix. Le compte à rebours de 100 jours de Félix Tshisekedi a déjà commencé. Nous avons besoin de voir que dans ces 100 jours, il a aussi pensé à nous. Il a pensé à la sécurité à Beni, à Butembo. Il a pensé au commerce. L'Est ici a donné l'impulsion économique à toute la République démocratique du Congo. C'est ça que la population attend de lui. La paix, la santé, les routes. Et voilà. C'est ça l'essentiel de mon message. Je voulais encourager la population de nous faire confiance, nous, ses enfants. La radio Top Congo, toujours au top.
Congo et à Kasumbalesa, dans le Haut-Katanga, sur Radio Kabekas 88.9 FM. La radio Top Congo, toujours au top. Comment mettre finalement fin aux tueries en ville de Goma? La question était hier au menu des échanges entre le maire de Goma, les cadres de base ainsi que les services spécialisés. À l'issue de la réunion, l'autorité urbaine a confirmé que les auteurs de l'insécurité sont les fils de la place coalisée au FDLR et autres groupes armés. Timothée Mouissa Kessé appelle au déploiement dans des commissariats de 400 nouveaux policiers cantonnés à Mugunga en vue de renforcer les effectifs. On l'écoute au micro de Jonathan Kombi. Nous avons fait des investigations avec les services spécialisés et on a eu à trouver que ce ne sont pas des assaillants qui viennent de loin, mais ce sont nos enfants qui font des forfaits dans des quartiers en intelligence et en connivence avec les autres fédéraux et qui sont dans le parc de Virunga et d'autres groupes armés qui sont dans les Massissi et dans les riverains du lac Kivu, qui se disent aussi parfois pêcheurs, qui se font passer comme des pêcheurs, mais ce ne sont pas des pêcheurs, ce ne sont même pas des hommes honnêtes, ce sont des malfrats qui sont en train de tuer les gens dans la ville. On ne peut pas comprendre que l'on tue la population à quelques mètres de là où ils sont cantonnés. Ils sont là au frais de l'État, ils mangent au frais de l'État, ils font tout au frais de l'État. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'ils soient affectés pour aider notre pauvre population. Ce ne sont pas des extraterrestres qui viennent du ciel, qui tombent ici pour tuer les gens. Je viens de vous dire que les tueries ici à Goma, ce sont des tueries ciblées. Ce sont nos enfants qui sont en train de tuer les gens. C'est nos enfants qui sont en train de tuer la population. À connivence avec les FDLR, avec les Nyatura, avec je ne sais moi quel groupe, avec beaucoup de groupes armés qui sont ici. Et il y a des armes qui sont cachées dans des maisons ici à Goma. Timothée Mouissa, il est le maire de la ville de Goma. Je vous rappelle que plus de 20 personnes ont déjà été tuées, soit à la machette, soit à l'arme à feu en l'espace d'un mois dans des quartiers périphériques de Goma. Et des vols armés à main armée sont enregistrés depuis le week-end dernier dans les quartiers Kisebwe et Bibwele. Nous sommes dans la ville de Kalemi, dans la province de Tanganyika. Le dernier cas remonte à la nuit de mardi à mercredi. Selon le président de l'association Parlement debout sans tabou, ces bandits volent et blessent les victimes. Nathan Mugisho plaide pour le remplacement des autorités des services de sécurité. À présent, ça dit, la situation sécuritaire n'est pas toute bonne parce que depuis, on dirait, les débuts de la semaine et vers la fin de la semaine passée, nous avons assisté à des cas de vol à main armée. La population est dans la psychose parce que ça se fait chaque nuit. On ne sait pas à qui ça vaut. Les cas les plus récents, il y en a deux. Celui d'avant-hier et d'hier, la nuit, où avant-hier, on est parti voler des boutiques sous la place qui fait bouer. C'était aux environs des 1h du matin et les balles ont crépité pendant 2 heures. L'intervention est venue, mais aucun de ces bandits a été arrêté. C'est ça ce qui a été enregistré. Et un policier qui a reçu des coups de balle et qui est admis aux soins. Hier, nous avons organisé une marche de colère de manière pacifique. Nous sommes partis jusqu'à la Monisco, là où nous avons dénoncé cette situation d'insécurité. Et nous avons proposé qu'il y ait même remplacement des autorités qui gèrent les services de sécurité. Et le maire de Kalemi indique qu'une série de réunions a été initiée pour mettre fin à cette pratique. Gédéon Kakoudi indique qu'un voleur a même été appréhendé, mais il déplore l'attitude de la population qu'il a passé à tabac. Il précise que ce voleur a succombé de suite de ses blessures. On doit chercher des mesures pour contraindre de ce mouvement des inciviques. Et concrètement, qu'est-ce que vous avez eu à faire? D'ailleurs, nous avons entamé une série de réunions avec les différents responsables, militaires, services de renseignement, de la police, et même les jeunes, nous les avons associés dans nos rencontres-là. Pour le vol qui s'est passé la nuit d'avant-hier à hier, on n'a pas, des enquêtes sont en cours. Pour la nuit d'hier à aujourd'hui, on a attrapé un suspect. Le monsieur a été lynché, il est même mort de suite de ces 2 coups qu'il a reçus. Bon, les enquêtes continuent. Venez là de suivre Gédéon Kakoudi, le maire de Kalemi, qui répondait aux questions
de Ornella Masunda. Et au Sud Kivu, la coordination de la société civile d'Ouvira dénonce l'exploitation de l'or par des groupes armés étrangers. Selon Serge Mulunda, rapporteur de cette structure, plus de 400 éléments quittent Ouvira et opèrent dans les villages de Mouhiri, dans le groupement Luindi, en territoire de Mwenga. Il affirme que cette activité entraîne des déplacements massifs des populations qui fuient l'insécurité. Serge Mulunda, rapporteur de la société civile d'Ouvira, demande aux forces armées de la République démocratique du Congo de lancer une offensive pour neutraliser ces forces négatives. Non, c'est l'exploitation de minéraux par les groupes armés congolais, notamment les Forebu à Miki et à Mouzi. Sont des villages qui sont dans le forêt de secteur du Tombwe et de Mongala. Oui, ce sont des groupes armés qui étaient basés à la limite d'Ouvira et Tombwe, donc qui ont été poussés par l'opération de TAC et par les FARDC, dirigés par le général Padiri. Ils se sont dirigés vers les fonds des forêts, vers le territoire de Mwenga. C'est là où ils exploitent le minerai. Et depuis combien de temps? Ils sont là depuis il y a 5 mois, qui sont déjà là. Et il y a les déplacements de populations dans les villages de Kigoma Forêt, et qui sont tellement éparpillés dans d'autres CPRI comme la CPRI des groupements de l'Emera et d'autres qui sont venus jusqu'ici dans la plaine. Et les femmes de la localité de Guiro, dans le territoire de Ouatsa, étaient dans la rue ce matin. Elles dénoncent la lenteur dans le processus de délocalisation des populations affectées par le projet Guiro Goldfried d'après la société civile qui livre cette information. Ces femmes n'ont pas pu déposer leur mémorandum à l'administrateur du territoire comme prévu. Elles ont été empêchées par la police d'accéder aux installations de l'administration du territoire. Emmanuel Mboligué, membre de la société civile, il indique que ça fait plus de 2 ans qu'il n'y a pas d'activité scolaire dans ce coin du pays. Les femmes de la localité de Guiro avaient adressé une correspondance à l'autorité locale, c'est-à-dire l'administrateur du territoire, pour l'informer de leur marche qui allait avoir lieu aujourd'hui. Donc, ils allaient quitter Guiro pour venir déposer leur mémo dans le chef-lieu du territoire à Ouatsa, le mémo qui est adressé au chef de l'État. Alors, elles sont jusqu'à présent bloquées par la police. Les femmes réclament la lenteur dans le processus de délocalisation de la population, des populations affectées par les projets Guiro Goldfield. Cette population allait être délocalisée pour laisser l'espace à la société pour que la société travaille. Alors, ça fait 2 ans que la population n'est toujours pas délocalisée et la population est privée de tout mouvement. Donc, il n'y a pas d'exploitation artisanale de l'or. Les écoles qui étaient là, écoles primaires et secondaires, ont été fermées. Donc, ça fait aussi 2 années scolaires que les élèves n'ont pas étudié parce qu'ils attendent la délocalisation. Et dernièrement, il suggère à l'autorité provinciale de se saisir des dossiers qui laissent le processus de délocalisation entre les mains de la société, parce que selon leur dire, la province a pris le projet de délocalisation entre ses mains, c'est ce qui fait traîner le projet jusqu'aujourd'hui, pendant que la population souffre. Emmanuel Mboligué, membre de la société civile de Guiro, il a été joint par Cécile Ngomba. Autre sujet d'actualité, l'énergie fait partie du programme d'urgence des 100 jours annoncé par le chef de l'État le week-end dernier à Kinshasa. La SNEL et la Régie des eaux ont animé conjointement une conférence de presse ce matin pour expliquer le travail à réaliser pour l'aboutissement de ce programme. Pour sa part, la SNEL s'emploie à accroître le taux d'accès à l'électricité et à améliorer la desserte. Pour le directeur général de la SNEL, Jean Bosco Kayombo, ce programme bénéficiera de la contribution financière du gouvernement en appui à la trésorerie de la SNEL. Les 3 grandes filières qui sont la production, le transport et la distribution ont été prises en compte. Ainsi, on compte 11 actions de production, incluant INGA pour les grands réseaux interconnectés de l'ouest et du sud du pays, les centrales de Tchoko, Ruzizi et Bendera pour les provinces de l'est du pays, ainsi que les nouvelles centrales hydroélectriques de Kakobola et Katende avec des centrales
thermique pour le centre du pays. Elles ont pour objet d'accroître la production d'électricité ou encore de réduire le temps d'indisponibilité des machines lors des incidents, au bénéfice de ces populations ciblées dans différentes provinces de RDC. 6 actions de transport permettront d'améliorer la desserte en électricité dans les réseaux interconnectés du Congo central, de Kinshasa et de l'ex-Katanga. Clinique universitaire et au CNPP. De ce fait, des mesures d'accompagnement relatives à l'exécution de nouveaux raccordements et pose de nouveaux compteurs permettront d'améliorer la qualité de la facturation et satisfaire la clientèle. Il y a lieu de signaler également l'opération réalisée avant-hier par la Régie des eaux SA du basculement des anciennes conduites corrodées sur l'avenue Kikwit à Montbélé vers les nouvelles afin de réduire sensiblement le flux d'eau. Des propos recueillis par Béro Matanda. Le projet de renforcement des services hydrométéorologiques et climatiques de la RDC, financé par la Banque mondiale, a été officiellement lancé mercredi à Kinshasa. Plusieurs secteurs de la vie auront à bénéficier des services de ce projet, selon le coordonnateur Jean-Pierre Pundouelonga. Plus de détails, José Ipachi. Ce projet va aider dans la protection civile, l'agriculture, l'énergie, l'aviation civile, l'adaptation au changement climatique. Et les coordonnateurs du projet qui chapeautent la Metelsat expliquent comment ces informations sont utiles. Jean-Pierre Mpundouelonga. Les informations hydrométéorologiques sont transversales et contribuent dans l'économie du pays. Elles permettent à tous ces secteurs cités si haut de bien programmer leurs activités en tenant compte des aléas climatiques. Ainsi, un avion qui décolle d'un aéroport sans tenir compte des informations météorologiques peut vite se retrouver dans un mauvais temps sans aucun moyen de secours et très souvent on déplore des morts. Madame Amdé, chargée des opérations de la Banque mondiale en RDC, donne l'objectif spécifique de ce projet. Ce projet vise l'amélioration de la qualité des services hydrométéorologiques et climatiques apportés par l'État dans ces secteurs spécifiques, notamment le système d'alerte aux risques climatiques en cours par la population, la navigation, l'agriculture et l'aéronautique. Ayant représenté le ministre des Transports et Communications, le secrétaire général Dona Bagoula a, après avoir remercié les partenaires, promis le soutien du gouvernement à ces projets. Monsieur le coordonnateur du projet, soyez rassurés que le ministère des Transports et le gouvernement de la RDC va vous accompagner pour que ce projet puisse atteindre les résultats escomptés. Financé à hauteur de 8 29 452 $ américains par la Banque mondiale, ce projet part de 2018 à 2022. Et on va parler du quartier Kimwenza Mission et ses environs, isolés depuis plus de 10 ans du reste de la capitale. Il y aura bientôt des travaux pour désenclaver ce quartier par la construction d'une nouvelle route qui va les relier à nouveau à Kinshasa. Cette route partira de la route Bypass au niveau de Bel Air dans la commune de Mongafula pour déboucher à la mission Kimwenza. Les travaux qui ont commencé depuis 2 semaines vont bon train. C'est ce que dit Marc Manessa, chargé de communication de Arab Contractor, entreprise qui effectue ces travaux. Il nous en parle au micro de King Munga. Nous sommes à l'ouverture de la piste et décapage de la terre végétale. La chaussée a 2 bandes aller-retour, au moins par bande. Quand nous faisons la sommation des 2 bandes, nous avons 7,40 mètres pour la chaussée, y compris le bordure des chasses-eau. La longueur de la chaussée est de 2,80 km. Les travaux, d'une façon générale, pour les 5 tronçons, c'est 2 ans. Une année à 12 mois. Les 12 mois multipliés par 2, ça fait 24, divisé par 5, nous avons approximativement 5 mois par tronçon. Mais cela n'est pas évident. Dans les contextes qui est le nôtre, nous avons certaines contraintes qui peuvent faire de sorte qu'on n'arrive pas à travailler l'un ou l'autre jour. L'entreprise fera de son mieux pour présenter le travaux dans les délais de 2 ans. Vous êtes en train de travailler sur un site déjà loti. Alors, il y a de maisons déjà construites. Comment pensez-vous déplacer et éventuellement indemniser les occupants? Après visite de terrain avec le responsable, a présenté aujourd'hui le tronçon avec un taux plus bas d'expropriation. Et il n'y aura pas assez de maisons qui seront détruites, moins encore de familles ne seront pas déplacées, mais certaines parcelles seront touchées d'une façon partielle. La radio Top Congo, toujours au top. Top Congo, oh yeah. Top Congo est à Inongo, dans la province de Mai-Ndombe, oh yeah. sur Radio Sadem
98.0 FM. La radio Top Congo, toujours au top. Top Congo. Les finalistes des options techniques auront leur diplôme d'État 48 heures après la publication des résultats de l'examen d'État. Révélation faite par l'inspecteur général de l'enseignement de l'enseignement technique et formation professionnelle, métiers et artisanat. Emmanuel Madilamba invite les parents à l'apaisement car tout est mis en œuvre pour que le pays bénéficie d'une main-d'œuvre qualifiée. On l'écoute, il est au micro de Rémi Moulingati. Nous avons organisé des épreuves préliminaires pour donner la chance à ceux-là aussi à se présenter. Nous allons organiser les épreuves pour les élèves des centres de métiers, des élèves des instituts professionnels et des écoles techniques qui sont dans les filières commerciales, sociales, les arts, les coupes et coutures, hébergement, restauration, agriculture et les techniques industrielles. Nous allons délivrer un diplôme d'État purement sécurisé qu'ils pourront obtenir dans les 48 heures après la publication des résultats. Il y aura un diplôme d'État pour les techniciens A2 qui vont finir avec les humanités techniques. Il y aura un diplôme d'aptitude professionnelle pour les élèves des écoles professionnelles. Et il y aura des brevets et des certificats professionnels pour ceux qui auront des titres de métier. Nous ne sommes pas des débrouillards, nous sommes des professionnels de l'enseignement technique. Et pour les rassurer que depuis que nous avons été transférés au ministère de l'enseignement technique et professionnel, nous ne faisons que tout pour que le pays soit doté de la main-d'œuvre qualifiée. Emmanuel Madilamba, inspecteur général à la formation professionnelle, métier et artisanat. Il était au micro de Rémi Moulingati. Start Team Early, un programme qui vise à engager des jeunes écoliers en tant que futurs entrepreneurs agricoles. C'est l'Institut international de l'agriculture tropicale, ITA en sigle, qui a lancé ce programme. C'était après avoir reçu le prix Africa Food Prize, prix dédié aux personnes et institutions engagées à relever les défis de l'Afrique en matière de l'insécurité alimentaire, de malnutrition et de pauvreté. Bureau Matanda nous en dit plus. À l'issue de la réception de ce prix, le directeur général de IITA, Dr Terania Sanginga, a lancé le programme Start Them Early en Afrique, STEP en sigle. Une intervention conçue pour permettre aux élèves du niveau primaire et secondaire d'étudier l'agroalimentaire. STEP a pour principaux objectifs de fournir aux écoles primaires et secondaires des connaissances sur l'agriculture et les entreprises en agrobusiness, de former et de responsabiliser les élèves afin qu'ils accordent un regard intéressé à l'agriculture en tant que non seulement moyen de subsistance en milieu rural, mais aussi en tant qu'entreprise et secteur de création d'emplois. Ce programme est conçu pour être opérationnel en RDC, au Kenya et au Nigeria, dans 9 écoles secondaires pour une durée de 2 ans. Actuellement, STEP a été introduit dans 3 écoles secondaires à Bukavu, en RDC, tout en travaillant avec une organisation locale de jeunes appelée New Day Africa. Plus de 800 élèves ont été atteints tout en intéressant les directeurs d'école. Ils sont impliqués dans l'élevage des lapins, la production de cobayes, des volailles, des légumes et des cultures vivrières comme le manioc. Les efforts de l'Institut pour réaliser son mandat, en particulier la stratégie ambitieuse 2020, ont conduit à la création de la plateforme IITA Jeunes Agripreneurs. Ce projet a été adopté avec succès par la Banque africaine de développement qui a créé un programme panafricain pour le jeune dans le secteur agroalimentaire appelé Enable Youth. Et nous allons nous rendre à Bukavu. Une enquête vient d'être ouverte par le procureur général de Bukavu pour arrêter toutes les personnes qui se sont permises de déshabiller les filles et les femmes en public. La société civile et certains élus du peuple précisent qu'aucune instruction ou loi de la République démocratique du Congo n'interdit aux femmes de porter des pantalons. Vous le savez, il y a quelques jours, les femmes ont été déshabillées à Bukavu pour avoir porté des pantalons. Une réaction, ce qui avait suscité beaucoup de réactions. Je voulais suivre ce reportage de Yves Ndjadi-Lopongo. D'après le président de la nouvelle dynamique de la société civile, Jean Chrysostome Kidjana, le procureur général s'engage à faire des enquêtes pour dénicher les auteurs de cet acte afin de mettre fin à cette pratique.
Il appelle le fils et les femmes à circuler librement sur toute l'étendue de la province du Sud Kivu. Ils seront punis et arrêtés et c'est pour cela que nous sommes en train d'inviter même l'ensemble de la population qui nous suivent à adopter des attitudes plus responsables, des attitudes de bons citoyens. S'il y en a qui ont des preuves, s'il y en a qui ont été témoins de ces actes barbares là-bas, nous sommes en train de les inviter à venir faire des dépositions, des témoignages au niveau de la justice afin que ces mauvais citoyens soient dénichés et qu'ils soient sévèrement, exemplairement punis conformément aux lois de la République. De son côté, Maître Georges Moussongela, député provincial, élu de la ville de Bukavu, invite la population au calme et à ne pas céder à ces rumeurs, mais il invite la population à plus de responsabilités. Il n'y a aucune instruction qui interdit le port de pantalons, de culottes ou de mini-jupes. Des deux, c'est d'inviter notre population à plus de responsabilités. Que ces citoyens qui sont en train de faire ça, ce sont des actes qui vont à marge de la loi. Et que la police, le parquet va vraiment se mettre au travail pour dénicher ces auteurs et les punir conformément à la loi. Pour une petite histoire, certaines filles sont victimes déjà de cette pratique et ces rumeurs à Bukavu. Celles-ci se sont retrouvées déshabillées en public par les enfants de la rue et des taximens motards, selon les images qui circulent sur des réseaux sociaux. Depuis Bukavu, Yvan Djadi Lopongo, pour Top Congo FM.